Cette jeune femme, couronnée sur scène, est la danseuse étoile prestigieux théâtre en Russie. Avec sa silhouette élégante et sa grâce envoûtante, elle attire chaque jour les regards et les convoitises de puissants admirateurs venus de tous horizons. Mais elle, Dominika, ne vit que pour la danse. Derrière les projecteurs et les applaudissements se cache une réalité bien plus dure. Sa mère, gravement malade, ne peut se déplacer qu'avec difficulté. Et pour que cette dernière puisse bénéficier de soins médicaux et d'un logement offert par le théâtre, Dominika n'a pas d'autre choix que de maintenir sa carrière au plus haut niveau. C'est une lutte quotidienne, une pression constante. Mais le destin, lui, ne prévient jamais. Alors avant qu'on entre dans cette spirale d'espionnage, pensez à vous abonner à Capsule Ciné, liker cette vidéo, nous dire en commentaire si vous auriez fait les mêmes choix que Dominika, et partager cette histoire avec ceux qui adorent les retournements de situation aussi explosifs qu'inattendus. Parce que dans ce jeu, ce ne sont pas toujours les plus forts qui gagnent, ce sont les plus rusés. Un soir, alors qu'elle se produit sur scène, le cauchemar frappe sans prévenir. Son partenaire de danse marche accidentellement sur sa jambe. Le craquement sourd résonne dans la salle et dans sa vie. Dominika s'effondre. À son réveil, elle est clouée dans un lit d'hôpital. Sa jambe, maintenue par des broches métalliques, trahit une opération récente. Elle comprend, sans qu'on ait besoin de lui dire, sa carrière de ballerine est terminée, définitivement. 3 mois plus tard, Dominika sort enfin de l'hôpital. Elle marche, oui, mais ce n'est plus la même femme. De retour chez elle, elle découvre un homme dans leur appartement. C'est son oncle, Ivan. Rarement présent, toujours occupé. Il est directeur adjoint des services de renseignement russes. Ivan dit être venu simplement leur rendre visite. En préparant le thé, Dominika sent qu'il est venu pour autre chose. Avant de partir, Ivan lui glisse une proposition énigmatique et laisse derrière lui un dossier. Poussée par la curiosité, Dominika ouvre le document. À l'intérieur, un magnétophone et une pile de photographies. Elle lance l'enregistrement et ce qu'elle entend la glace. C'est une conversation entre son ancien partenaire de danse et une autre ballerine. Cette femme, jalouse du succès de Dominika, la séduit, manipulée, et ensemble, ils ont planifié l'accident pour la faire tomber. Dominika, submergée par la colère, fonce au théâtre. Là, dans les coulisses, elle les retrouve. Dans les toilettes, leurs murmures se transforment en confrontation. Folle de rage, Dominika s'est emparée d'un bâton et a violemment frappé les 2 traîtres. Mais très vite, la panique a pris le dessus. Avait-elle été trop loin? Avait-elle tué? En proie à la peur, elle s'est précipitée hors du théâtre et a appelé une ambulance, craignant le pire. De retour chez elle, elle découvre une scène encore plus déchirante. Sa mère étendue au sol, en douleur. La cause, le conservatoire a cessé de verser les aides. La nourrice, qui s'occupait quotidiennement de sa mère, ne vient plus. Abandonnée sans soin, sa mère souffre seule dans leur modeste appartement. Dominika comprend qu'elle n'a plus de temps à perdre. Si elle veut assurer un toit et des soins à sa mère, elle doit agir. Elle décide alors d'aller frapper à la porte d'une personne qu'elle aurait préféré éviter, son oncle Ivan. Mais Ivan n'est pas un homme de cœur. C'est un stratège impitoyable, haut placé dans les services secrets russes. Même pour sa propre nièce, il ne fera rien sans obtenir quelque chose en retour. Il lui propose un marché. Un rendez-vous mystérieux, vendredi soir, 21h, dans un grand hôtel de Moscou. Elle devra se préparer, prendre un bain, enfiler une robe soigneusement choisie pour l'occasion et s'installer seule dans le bar du hall, à l'endroit le plus visible. Son objectif, séduire un homme puissant, Dimitri, un riche oligarque, engager la conversation, le suivre dans sa chambre, et une fois en privé, profiter d'un instant d'inattention pour échanger son téléphone. Un plan simple, glacial, en apparence. Mais rien ne se passe comme prévu. Dimitri se révèle brutal, menaçant. La tension monte, chaque seconde pèse comme une lame suspendue. Et au moment où il s'apprête à franchir l'irréparable, un homme surgit derrière lui, casqué, silencieux, implacable. En un éclair, il passe un fil autour du cou de Dimitri et l'étrangle sans un mot. Dominika est paralysée, terrifiée, incapable de fuir. L'homme, toujours muet, la prend en main. Il tire sur la serrure à l'aide d'un pistolet équipé d'un silencieux, l'escorte jusqu'au garage, élimine le garde du corps avec une précision chirurgicale, puis l'emmène à moto dans une pièce secrète de l'hôtel. Là, dans ce lieu froid et inconnu, le casque tombe. Le tueur révèle son visage, et c'est alors qu'Ivan entre à son tour. Mais ce n'est plus le même homme. Son regard n'a plus rien de familial, froid, tranchant, il annonce à Dominika une vérité brutale. Elle a vu trop de choses. Elle connaît le visage de l'assassin. Elle a été témoin d'une opération confidentielle. Dès cet instant, elle n'a plus que 2 choix, être éliminée ou être formée pour devenir l'un des leurs.
une espionne, un moineau, un instrument de séduction et de manipulation au service de l'État russe. Dominika n'a pas besoin de réfléchir longtemps. Pour survivre et pour protéger sa mère, elle accepte. Mais ce qu'elle ignore encore, c'est que son cauchemar ne fait que commencer. Avant de partir vers l'inconnu, Dominika rentre chez elle une dernière fois pour dire adieu à sa mère. Cette dernière, affaiblie mais lucide, lui glisse un seul conseil, un avertissement presque prophétique. Avec ton oncle Ivan, protège-toi et ne ferme jamais toutes tes portes de sortie. Quelques heures plus tard, une voiture noire vient la chercher. Elle s'engage sur une autoroute enneigée, silencieuse, figée dans le froid. Dominika, le regard perdu dans le paysage glacé, comprend que ce voyage est un aller sans retour. Sa vie d'avant est déjà derrière elle. La destination, une terre rude, inhospitalière, la Sibérie. Là, au cœur de ce désert gelé, se dresse un endroit que peu connaissent et que personne ne quitte vraiment. L'école militaire secrète numéro 4. Dès son arrivée, l'ambiance est glaçante. L'instructrice qui l'accueille ne sourit pas. Elle lui remet un livret de règles strictes. Ici, aucun élève ne doit révéler son vrai nom. Pas d'identité, pas d'humanité. Tous sont anonymes. Tous sont des moineaux. Des jeunes hommes et femmes venus de toute la Russie, choisis, arrachés à leur vie et façonnés pour devenir des armes humaines. Leur formation, trouver les failles chez l'adversaire et s'en servir. Peu importe le moyen. Mais ce qui attend Dominika est au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Dès le premier jour, l'instructrice appelle Dominika et un autre étudiant devant toute la classe. Puis elle leur ordonne de se déshabiller. Là, debout face à leurs camarades, l'humiliation est totale. Dominika, choquée, cherche du regard un signe d'humanité. Mais l'instructrice est implacable. Selon elle, leur corps appartient à l'État depuis leur naissance. Et pour servir la Russie, ils doivent abandonner toute notion de dignité, toute trace de morale. Outre cette déshumanisation programmée, Dominika suit un entraînement intensif. Tir, crochetage, filature, manipulation psychologique. Et à la surprise générale, elle excelle dans chaque domaine. Comme l'avait prédit son oncle Ivan, elle est une recrue idéale, un pur produit du système. Mais cette réussite attise les jalousies. Et dans un monde où la faiblesse est une faute mortelle, la moindre tension peut virer à l'agression. Un soir, alors qu'elle prend une douche, un autre étudiant, nu, l'attaque brutalement. Il la plaque contre le mur. Ce garçon, frustré par la supériorité de Dominika, veut la soumettre, la briser par pur orgueil. Mais ce qu'il ignore, c'est que Dominika, même blessée, même acculée, ne se laisse pas dominer si facilement. Sans hésiter, Dominika saisit une raclette en acier posée près d'elle, et frappe son agresseur de toutes ses forces. Il s'effondre. Cette fois, elle ne sera pas une victime. Mais l'incident ne passe pas inaperçu. Peu après, la direction convoque Dominika dans le bureau du directeur. Pourtant, à sa grande surprise, il ne la blâme pas. Pas un mot sur l'agression, pas un reproche sur sa réaction. Il se contente d'un regard impassible, presque admiratif. Mais la vengeance, elle, vient d'ailleurs. Lors du cours suivant, l'instructrice, toujours aussi implacable, l'appelle devant la classe. Puis elle convoque également l'étudiant qu'elle avait vaincu. Le ton est sec, cruel. Elle ordonne à Dominika de lui donner ce qu'il était réellement venu chercher. L'humiliation menace. Le silence est glaçant. Le garçon, dans une tentative de reprendre le contrôle, ordonne à Dominika de se tourner. Elle le fixe droit dans les yeux et refuse. Puis, sans la moindre hésitation, elle enlève tous ses vêtements, lentement, délibérément. Elle se montre dans toute sa vulnérabilité, sans peur, sans honte. Déstabilisé, le jeune homme détourne le regard. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Ce qu'il cherchait, ce n'était pas le corps de Dominika. C'était le pouvoir, la domination. Et Dominika vient de lui retirer d'un seul geste. Il remet son pantalon, tête basse, et quitte la pièce comme un lâche. Elle reste debout, fière, indomptable. Ce jour-là, le directeur comprend que Dominika possède un talent rare. Elle sait lire les intentions, percer les désirs cachés, manipuler les esprits. Elle a compris la règle fondamentale du métier. Le contrôle ne vient pas de la force, mais de l'esprit. Elle est prête. Elle obtient son diplôme. Et sans attendre, on la renvoie à Moscou. À peine rentré, le téléphone sonne. Ivan. Il se retrouve dans un restaurant discret. Et sans détour, Ivan lui confie sa première mission. Il lui parle d'un homme, Nate Nash, un agent de la CIA. Quelques mois plus tôt, ce Nash a rencontré un informateur dans un parc en Russie pour un échange de renseignements. Mais une patrouille de police s'est approchée. Voyant son contact en danger, Nash a sorti son arme et tiré en l'air, attirant ainsi l'attention et semant la confusion. Grâce à cette diversion audacieuse, il a pu fuir jusqu'à l'ambassade des États-Unis. Il était sain et sauf pour un temps. Après avoir disparu, Nash est réapparu, cette fois à Budapest, en Europe. Et cette fois, les services russes veulent savoir qui était l'informateur qu'ils protégeaient. Ivan a un plan. Envoyer Dominika séduire Nash, s'en approcher et percer son secret. Dominika refuse. Elle ne veut pas être un pion, ni une espionne. Mais Ivan, toujours maître du jeu, lui fait une promesse. Si elle réussit cette mission, il la libérera, définitivement. Coincée, sans autre échappatoire, elle accepte. Direction, Budapest. Là-bas, elle est installée dans un immeuble appartenant au bureau de
sécurité russe. Sa colocataire, Martha, une espionne chevronnée, en poste depuis de nombreuses années. Expérimentée, lucide, Martha la met immédiatement en garde. Le chef de station local est un vieux pervers, et Dominika devra faire preuve de prudence lorsqu'elle le rencontrera. Et comme Martha l'avait prédit, le chef de station ne tarda pas à dévoiler son vrai visage. Dès qu'il aperçut Dominika, son regard s'illumina de convoitise. Il cherchait le moindre prétexte pour l'approcher, pour la tester, peut-être même pour la piéger. Mais Dominika n'était pas là pour subir les regards ou les avances de vieux loups lubriques. Elle avait une mission, et chaque geste était calculé. Elle étudia les dossiers, recoupa les informations, observa les habitudes de sa cible. Elle apprit que Nash, l'agent de la CIA, se rendait tous les jours à la piscine. Alors, elle le suivit, discrètement, silencieusement. Un jour entier à l'observer, à analyser ses moindres gestes. Le soir venu, elle prit une décision stratégique. Elle se tint les cheveux en blond. Le lendemain, elle se rendit à la piscine. Elle remplit un formulaire d'inscription, mais au moment de noter son nom, elle hésita. Devait-elle mentir, créer une fausse identité, ou, d'un geste brusque, elle déchira le formulaire. Puis, d'une main assurée, elle recommença. Cette fois, elle écrivit son vrai nom, Dominika Egorova. Un choix audacieux, une provocation, une déclaration silencieuse. Vêtue d'un maillot de bain séduisant, elle passa devant Nash, captant volontairement son regard. Et au moment de quitter les lieux, il l'interpella. « Vous étiez déjà là hier, non? Et vos cheveux n'étaient pas blonds, si je me souviens bien. » Nash n'avait rien raté. Il avait tout observé. Il avait compris qu'elle n'était pas là par hasard. Dominika, légèrement tendue, monta dans le bus. Mais une fois assise, un sourire discret se dessina sur ses lèvres. Le jeu venait de commencer. Le jour suivant, elle retourna à la piscine. Mais Nash n'y était pas. Et en rendant sa clé, le personnel l'informa qu'il ne retrouvait plus son formulaire d'inscription. Elle comprit vite. Nash avait volé le document. Il avait lancé une enquête. Et ce qu'il découvrit dépassait ses attentes. Dominika n'était pas une simple citoyenne russe. Ancienne danseuse étoile, elle était aussi la nièce d'un haut dirigeant du renseignement russe, une protégée du pouvoir. Si elle avait utilisé son vrai nom, c'était forcément intentionnel. Nash ne comprenait pas encore son jeu. Mais une chose était certaine, cette femme était dangereuse, complexe, brillante et peut-être récupérable. Le lendemain, lors d'une réception internationale autour du vin, leurs regards se croisèrent de nouveau. Cette fois, plus besoin de feinte. Ils savaient qui ils étaient. Les masques étaient tombés. Ils entamèrent une conversation directe, franche, presque déstabilisante. « Je veux simplement être ton ami », dit Nash avec un sourire sincère, mais calculé. Le lendemain, Nash et Dominika conviennent de dîner ensemble. Mais cette nuit-là, de retour chez elle, Dominika remarque une chose étrange. Sa colocataire Martha n'est pas là. L'occasion est trop belle. Elle profite de l'absence pour fouiller discrètement la chambre. Le silence de l'appartement amplifie chaque mouvement. Finalement, dans une fissure au coin du mur, elle découvre un sac en papier huilé, soigneusement dissimulé. À l'intérieur, des photos compromettantes, très compromettantes. Martha y apparaît dans des positions intimes avec une femme américaine. Mais ce n'est pas n'importe quelle femme. D'après le journal retrouvé avec les clichés, il s'agit de la chef de cabinet du Sénat américain. Dominika tourne quelques pages. Et ce qu'elle lit glace le sang. Martha prévoit de conclure un marché de renseignement à Londres. Un deal de 250 000 $. Soudain, le bruit d'une clé. La porte s'ouvre. Martha est de retour. Dominika referme précipitamment le journal, le remet en place et sort de la pièce comme si de rien n'était. Mais Martha n'est pas venue les mains vides. Elle tend à Dominika un petit morceau de papier, une note officielle. Le chef de station, vexé d'avoir été rejeté après avoir tenté de coucher avec Dominika, l'a dénoncé au service de sécurité russe, prétextant son absence de résultats. Cette vengeance mesquine compromet tout. Dominika sait que les jours à venir seront cruciaux. Alors, le soir suivant, au lieu de rejoindre Nash pour le dîner comme prévu, elle change de stratégie. Elle le suit, discrètement, jusqu'à son domicile. Elle observe, elle retient l'adresse. Puis, dans un dernier coup de bluff, elle décide de frapper à sa porte. Quand Nash ouvre, elle feint la fragilité, les larmes aux yeux. Une actrice née. Elle se montre vulnérable, cassée, séduisante. Mais Nash n'est pas dupe, il ne cède pas. Il la fixe, sérieux, lucide, presque compatissant. Puis il lui lance une phrase qui la déstabilise. « Réfléchis bien à ce que tu veux vraiment, Dominika. C'est la première fois qu'elle échoue à lire quelqu'un, la première fois qu'un homme résiste à son jeu. » Elle se sent prise de court, impuissante. Dominika n'avait plus de temps. Nash avait disparu, mais elle n'en avait pas fini avec lui. Résolue, elle retourne à son appartement. Grâce à ses talents de crochetage, elle entre sans le moindre bruit. Tout est silencieux. Elle fouille méthodiquement chaque pièce, mais rien. Aucun document, aucune preuve compromettante. Alors qu'elle s'apprête à quitter les lieux, un détail retient son attention. 2 verres de vin abandonnés sur la table. Elle s'approche, saisit délicatement l'un d'eux. L'empreinte de Nash est encore fraîche. Une preuve, peut-être un outil pour plus tard.
Mais en rentrant, une mauvaise surprise l'attend. Ivan, il est déjà là, sombre, menaçant. Le rapport du chef de station l'a mis en alerte. Dominika n'a obtenu aucune information, aucune progression. Elle est sur le point d'être retirée de la mission. Alors, dans un mélange de panique et de lucidité, elle prend un risque énorme. Elle lui parle de Martha, de la transaction secrète avec une Américaine, 250 000 $, une affaire en or pour les services russes. Mais elle ment en affirmant qu'elle-même est impliquée dans ce plan, demandant à Ivan de lui remettre d'avance la somme pour conclure l'affaire. Ivan, méfiant mais intrigué, accepte, temporairement. Il s'apprête à partir quand il oublie son manteau. Dominika se précipite pour le lui rapporter. C'est là qu'elle remarque un détail. Son passeport dépasse de la poche intérieure. Elle le saisit quelques secondes, juste le temps de mémoriser le numéro. Mais à peine Ivan franchit-il la porte qu'un froid glacial s'empare d'elle. Martha. Elle se tient devant elle, armée. Elle a tout entendu. Les yeux brûlants de rage, elle exige des explications. Pourquoi lui voler une mission qu'elle préparait depuis plus d'1 an? Dominika garde son calme. Elle joue son dernier atout. Elle peut faire en sorte que le directeur du bureau de sécurité débloque les fonds et que Martha touche l'argent sans prendre de risques. Une promesse fragile, mais Martha l'écoute. Curieuse, elle demande pourquoi Dominika prendrait autant de risques pour si peu. Pourquoi se jeter ainsi dans la gueule du loup? Et là, Dominika lui confie un secret. Un secret qui pourrait la tuer. Elle a vu le visage de l'assassin qui travaille pour Ivan. Elle n'aurait jamais dû en être témoin. Si ce détail venait à être connu, elle serait exécutée sans procès. Son aveu plonge Martha dans le silence. Un silence lourd de conséquences. Peu après, Dominika disparaît dans la foule. Direction, la gare. Objectif, Vienne. Mais avant, elle doit poser une autre pièce sur l'échiquier. Elle se rend devant une banque locale, choisissant avec soin sa cible, un jeune employé inexpérimenté, un peu naïf, parfait. Quand la banque ferme ses portes, Dominika feint d'arriver en catastrophe, jouant la cliente pressée venue ouvrir un compte à la dernière minute. Le hasard, ou plutôt son flair, fait bien les choses. C'est le jeune employé qui se charge de fermer les portes. Dominika avait réussi son coup à la banque. Le jeune employé charmé l'avait invité à prendre un café. Pendant qu'il remplissait les formulaires, elle s'arrangeait pour que toutes les données mènent à un compte à Vienne, un futur point de fuite, une assurance vie. Mais de l'autre côté de la ville, une tempête se préparait. Martha, trahie, humiliée, s'était rendue au bureau du chef de station. Elle révéla à ce dernier le plus grand secret de Dominika. Elle avait vu le visage de l'assassin, celui qui avait étranglé Dimitri, ce que Dominika n'aurait jamais dû savoir. Le sort en était jeté. Cette nuit-là, Dominika rentra à son appartement. Une lumière dans la salle de bain, la porte entr'ouverte. Un pressentiment glacé. Elle poussa la porte et découvrit l'horreur. Martha, assassinée. Le corps inerte, baignant dans le sang. Et dans l'ombre, l'homme casqué. L'assassin de Dimitri. Il la regarda sans un mot. Dominika était paralysée, mais il ne bougea pas. Il la fixa, puis parla d'une voix froide. « Je t'épargne parce que tu es la petite fille d'Ivan. Mais souviens-toi, si une autre personne apprend ce que tu sais, tu finiras comme elle. » Puis, il disparut. Les policiers arrivèrent plus tard, mais ne trouvèrent rien. Aucun indice, aucun témoin. Une exécution parfaite. À sa sortie du commissariat, Dominika fut surprise de voir Nash l'attendre. L'agent américain avait mené sa propre enquête, et ce qu'il avait appris confirmait ses soupçons. Dominika n'était pas une simple espionne. C'était une Sparrow, formée dans l'ombre, manipulée depuis le début par les services russes. Face à elle, Nash parla franchement. Il dénonça la brutalité du système russe, son mépris pour ses propres agents. Il évoqua le sort de Martha, sacrifiée comme tant d'autres. Il tendit une main. « Je peux t'aider, tu peux changer de camp. » Et pour la première fois, Dominika hésita. Elle accepta finalement de le suivre. Direction, la planque de la CIA à Budapest. Là, 2 responsables américains l'attendaient, méfiants. Ils lui posèrent une rafale de questions, tout en la connectant à un détecteur de mensonges. Mais Dominika, glaciale et parfaitement entraînée, ne laissa rien transparaître. Elle passa le test, puis elle fit une demande inattendue. « Si je vous donne ce que vous cherchez, je veux 30 000 $ par mois, versés sur mon compte à Vienne. » Un silence tendu s'abattit sur la pièce. Pour les Américains, c'était du culot. Une espionne russe, sans aucune garantie de loyauté, qui exigeait un salaire royal, sans livrer la moindre information. Mais Dominika savait une chose essentielle. Le vrai pouvoir, c'est celui de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Lorsque Dominika révéla que la chef de cabinet du Sénat américain voulait vendre des missiles, l'effet fut immédiat. Un silence glacé s'abattit sur la pièce. Tous les agents de la CIA présents comprirent qu'ils n'avaient plus affaire à une simple recrue russe, mais à une joueuse dangereuse, aussi précieuse qu'imprévisible.
Le jour de la transaction, Dominica se rendit dans un grand hôtel londonien. Dans la chambre réservée par les services secrets russes, un sac contenant 250 000 $ attendait déjà. Dissimulé dans une cache secrète sous le bureau, se trouvait également un faux disque dur, préparé par la CIA. Dominica descendit ensuite au bar de l'hôtel, attendant patiemment l'arrivée de la mystérieuse chef de cabinet, Stephanie. Mais à sa grande surprise, Maxime, le chef du poste d'espionnage russe, fit irruption dans le hall. Il prétendait vouloir superviser la transaction. En réalité, Dominica comprit vite. Ivan avait envoyé ce chien de garde pour surveiller chacun de ses mouvements. Furieuse, elle entraîna Maxime dans la chambre, espérant ainsi l'éloigner de la scène. Quelques instants plus tard, Stephanie arriva enfin. Méfiante en voyant que Martha, son contact habituel, n'était pas là, elle voulut faire demi-tour. Mais Dominica, parfaitement préparée, la rattrapa. Elle savait que Stephanie était désespérée. Surendettée, acculée, elle n'avait plus beaucoup de choix. Dominica en profita. Elle la convainquit de monter avec elle, en lui assurant que l'argent était bien là. En voyant le sac rempli de billets, les doutes de Stephanie s'envolèrent. Elle remit le disque contenant les informations classifiées. C'est à ce moment-là que tout se joua. Dominica ouvrit la cage du bureau pour y déposer le faux disque et y cacher le vrai. Mais l'opération prenait du temps. Trop de temps. Maxime, méfiant, commença à soupçonner quelque chose. De l'autre côté du mur, un agent de la CIA qui surveillait la scène comprit le danger. Elle fonça à la porte de la chambre et, se faisant passer pour une employée de l'hôtel, elle sonna pour distraire Maxime. Prétextant une enquête de satisfaction client, elle réussit à l'éloigner quelques précieuses secondes. Ce fut suffisant. Dominica termina le changement de disque, reprit son calme et conclut la transaction avec Stephanie. Avant de partir, elle lui souffla à l'oreille de quitter les lieux dans 1 heure, pour sa propre sécurité. Mais Stephanie, paniquée, ne suivit pas le plan. Dès que Dominica eut quitté l'hôtel, elle s'éclipsa précipitamment avec la mallette d'argent. Arrivée à un feu rouge, une cigarette à la main, Stephanie aperçut son reflet dans une vitrine et 2 agents, l'un à droite, l'autre à gauche. La CIA la suivait. Prise de panique, elle jeta le sac dans une poubelle et tenta de disparaître dans la foule. Alors qu'elle traversait précipitamment la rue, Stephanie fut percutée de plein fouet par un camion. La mort fut instantanée. Ce retournement de situation totalement inattendu fut observé par un agent du renseignement russe posté devant l'hôtel. Immédiatement, il passa un appel d'urgence à Moscou. Au même moment, dans une voiture en route vers l'aéroport, Maxime, le chef du poste d'espionnage, reçut l'appel. Sans perdre une seconde, il ordonna à son chauffeur de foncer droit vers l'aéroport. Se tournant vers Dominica, il lui annonça que le directeur du renseignement russe souhaitait personnellement les féliciter. Ils allaient donc prendre un vol pour Moscou sans attendre. Mais avant cela, il lui demanda son passeport et son téléphone. Là, un frisson traversa Dominica. Elle comprit que quelque chose n'allait pas. Mais dans ce contexte, elle n'avait pas d'autre choix que de faire semblant, dissimuler sa panique, garder son sang-froid. Pendant ce temps, Nash venait tout juste de récupérer le disque au sein de l'hôtel. Alors qu'il s'apprêtait à partir, un appel d'urgence le stoppa net. La nouvelle tomba. Stephanie venait d'être tuée dans un accident. Pour Nash, ce n'était pas un simple fait divers. Il comprit aussitôt que Dominica était désormais en danger de mort. Sans réfléchir, il sauta dans sa voiture et fonça à toute vitesse vers l'aéroport. Arrivé sur place, il aperçut Dominica, déjà dans la file d'attente pour passer les contrôles. Leurs regards se croisèrent, mais elle secoua lentement la tête. Un geste discret mais clair. « Ne fais rien !» Nash, impuissant, dut la laisser partir. Il savait que ce vol pourrait bien être son dernier. De retour à Moscou, Dominica fut immédiatement emmenée dans les sous-sols sombres du siège des services secrets russes. Face à elle, un interrogateur froid, méthodique. Il lui posa une unique question. A-t-elle divulgué des informations aux Américains? Dominica, inflexible, nia tout en bloc. Même face à la menace, elle resta de marbre. Mais Ivan, son oncle, et directeur des services, n'était pas homme à accepter les silences. Il donna l'ordre direct. Utiliser la torture. Le calvaire commença. Dominica fut dépouillée de ses vêtements, enfermée nue dans une cellule glaciale. De l'eau froide tomba sur elle sans interruption, la forçant à l'hypothermie. Puis on l'emmena à nouveau dans la salle d'interrogatoire. Les coups commencèrent, violents, sans pitié, mais elle ne parla pas. Alors, ils dégainèrent leur dernière arme psychologique. Un écran s'alluma. Dominica vit les images. Maxime, celui qui l'avait accompagné, venait d'être exécuté, froidement, sans sommation. Puis, dans le silence le plus absolu, l'interrogateur sortit une arme. Il posa une dernière fois la question. Dominica resta muette. Le coup partit. La chambre était vide. C'était un test. À ce moment-là, Ivan entra dans la pièce, le visage fermé. Il lui demanda à nouveau de dire la vérité. Mais Dominica, épuisée, en sang, répondit d'une voix ferme. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la mission, pour gagner la confiance des Américains, pour découvrir l'identité de leur informateur. »
Ivan ne sut quoi répondre. Après tout, c'est ce qu'on attendait des moineaux, accomplir la mission par tous les moyens, même les plus extrêmes. Et devant lui, ce n'était pas seulement sa nièce qui se tenait, mais une véritable arme de l'État russe. Face à la détermination glaciale de Dominika, Ivan finit par céder. Elle fut relâchée temporairement. Mais à peine sort-elle de l'enfer que l'étau se resserrait à nouveau. Ivan devait rendre des comptes. Lorsqu'il exposa la situation à ses supérieurs, ni le directeur ni le maître de formation ne crurent à l'innocence de sa nièce. Pour eux, cela ne faisait aucun doute. Dominika jouait un double jeu. Ivan, placé sous une pression immense, finit par promettre que si jamais il trouvait la moindre preuve de trahison, il l'éliminerait lui-même. Pendant ce temps, Dominika regagnait discrètement Budapest. Et naturellement, elle retourna auprès de Nash. Elle savait pertinemment que l'Américain ne livrerait jamais le nom de son informateur, ce qui la condamnait tôt ou tard à une mort certaine. Dominika n'avait plus qu'un seul espoir, gagner un semblant de sécurité, être protégée, coûte que coûte. Elle réclama encore plus d'argent. Elle exigea que les 250 000 $ soient directement transférés sur son compte à Vienne. Nash accepta. Il était vaincu, dominé par cette espionne russe aussi insaisissable que redoutable. Mais ce qui devait arriver arriva. Un matin, Dominika se réveilla seule. Nash avait disparu. L'appartement était silencieux, trop silencieux. Elle ouvrit doucement la porte de la cuisine, et ce qu'elle vit la pétrifia. L'assassin, le même tueur qui avait éliminé Dimitri et Martha, était en train d'étrangler Nash avec un fil d'acier. En une fraction de seconde, Dominika comprit. Elle entra dans le jeu, s'approcha et aida le tueur à attacher les mains de Nash. L'assassin desserra un peu l'étreinte, mais sortit ensuite un sac rempli d'outils médicaux utilisés pour greffer de la peau au grand brûlé. Le message était clair, il allait le torturer, lentement, méthodiquement, jusqu'à ce que Nash cède et livre le nom de l'informateur. Dominika resta impassible, froide comme une pierre. Elle maintenait Nash pendant que l'assassin lui infligeait d'horribles douleurs. Et puis, soudain, elle demanda l'instrument. Elle voulait, disait-elle, le faire elle-même, mais c'était un piège. Profitant d'un moment d'inattention, elle se retourna brusquement et attaqua le tueur. Un combat féroce éclata. L'assassin, blessé mais déchaîné, se jeta sur eux avec un couteau chirurgical. Dominika et Nash luttèrent avec l'énergie du désespoir. Elle réussit à lui trancher les tendons. Il s'effondra, incapable de se relever. Alors, sans hésiter, elle se jeta sur lui et l'acheva. Tout était fini. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Dominika était à l'hôpital. Elle avait survécu. Son corps allait s'en remettre. Mais dans sa tête, un orage grondait. Et maintenant? Car avec la mort du tueur, une chose était certaine. Ses supérieurs sauraient qu'elle avait trahi. Et comme pour confirmer ses pires craintes, une silhouette familière entra dans la chambre. Le maître formateur. Celui qui forgeait les moineaux depuis toujours. Il n'était pas là pour la féliciter. En voyant l'homme entrer dans sa chambre d'hôpital, Dominika s'attendait au pire. Elle le croyait venu pour la faire taire à jamais. Mais ce n'était pas une mission d'exécution, c'était une confession. Contre toute attente, le maître formateur, celui-là même qui l'avait façonné à devenir un moineau, lui révéla qu'il était lui-même la taupe, l'informateur. Sa voix était lourde de regrets. Il lui raconta comment sa femme, atteinte d'un cancer, n'avait jamais pu bénéficier d'un traitement aux États-Unis, le gouvernement russe lui ayant interdit toute assistance médicale étrangère. Elle était morte, seule, bien trop tôt. Et c'est ce chagrin, cette injustice insupportable qui l'avait poussé à trahir. Mais il était fatigué, brisé. Et Dominika avait désormais tout ce qu'il fallait pour le remplacer. Alors, il lui fit une proposition, qu'elle le dénonce, qu'elle donne son nom, qu'elle prenne sa place. En l'exposant, elle pourrait sauver sa vie et continuer à jouer ce double jeu infernal. À partir de cet instant, Dominika décida d'agir. Elle se rendit elle-même à la police de Budapest. Elle avoua avoir tué l'assassin et exigea d'être transférée à l'ambassade de Russie. Une fois sur place, elle demanda à parler au directeur de la sécurité nationale. Et au téléphone, d'un ton glacial, elle annonça qu'elle avait le nom du traître, en échange de sa propre vie. De l'autre côté, le maître formateur rentrait chez lui. Il laissa la porte ouverte, s'installa dans son fauteuil et attendit, en silence, comme s'il acceptait son sort. Pendant ce temps, Dominika fut escortée jusqu'à l'aéroport par les forces de l'ordre. Nash, déjà sur place avec la CIA, l'attendait. Il la regarda. Ses yeux trahissaient la déception. Elle avait mené sa mission jusqu'au bout, sans qu'il puisse savoir à quel point elle l'avait manipulée. Puis un hélicoptère russe atterrit. À son bord, le fameux espion a échangé. Nash demanda qu'on retire sa cagoule pour confirmer son identité. Mais, surprise, ce n'était pas le maître formateur, c'était Ivan. À cet instant, tout devint clair. Dominika les avait tous dupés. Le nom qu'elle avait donné au directeur russe n'était autre que celui de son propre oncle. Les preuves étaient accablantes. Un verre de vin entamé retrouvé chez lui, un compte bancaire secret à Vienne contenant précisément les 250 000 $ transférés par les Américains et des données cryptées qu'Ivan croyait avoir recueillies auprès de Dominika, reliées directement à la CIA. Tout l'accusait. Il n'y avait plus d'échappatoire. Ivan
résigné, se pencha vers Dominica pour lui murmurer quelques derniers mots, puis s'avança vers les Américains. Mais le Kremlin ne laisse jamais un traître s'enfuir vivant. Une balle lui traversa la tête. Dominica fut ramenée en Russie en grande pompe. Elle fut acclamée, honorée comme une patriote, une héroïne nationale. Même le maître formateur, dans la salle, l'applaudit avec fierté. Elle venait de remplacer son oncle à la tête du bureau de la sécurité russe. Et à présent, Dominica Egorova était plus qu'un moineau. Elle était un fantôme, une ombre double, la nouvelle reine du jeu d'espionnage, jonglant avec les mensonges, manipulant les puissances, survivant entre Washington et Moscou. Car dans ce monde, seule la duplicité assure la survie. Ainsi se referme le chapitre de Dominica Egorova, une femme que le destin a brisée, que l'État a transformée, mais qui a su manipuler son propre sort pour s'élever au sommet. Dans ce jeu d'échecs géopolitique, elle n'était qu'un pion, elle est devenue la reine. Red Sparrow n'est pas qu'un simple film d'espionnage. C'est un thriller psychologique, implacable, froid, élégant. Une œuvre à la tension constante, portée par une Jennifer Lawrence magnétique et glaçante de justesse. Le film nous plonge dans les tréfonds de la manipulation, de la trahison, mais aussi dans la force d'une femme qui refuse de se laisser contrôler. Si cette histoire vous a tenu en haleine jusqu'à la dernière seconde, alors soutenez Capsule Ciné, laissez un petit like si vous avez vibré avec Dominica, partagez en commentaire à qui faites-vous vraiment confiance dans ce film. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains résumés aussi intenses et surprenants que celui-ci. Et ce n'est pas fini. Je vous invite à plonger dans notre playlist spéciale Espions, complots et trahison pour découvrir d'autres films où rien ni personne n'est vraiment ce qu'il semble être. Cliquez juste ici et continuez l'aventure avec Capsule Ciné.